au financement de TVL, chaque don compte. Financer TVL, c'est essentiel. Cela m'amuse beaucoup. C'est mon côté vicieux, méchant et pervers. Mais j'avoue que cela m'amuse beaucoup. Madame Leyen, présidente autoproclamée de l'Union européenne, poste qui n'existe évidemment pas, Madame Leyen donc et tous ses amis allemands, français ou autres doivent passer des nuits blanches à répétition. Pardon. Lorsque je parle de nuit blanche, c'est un peu raciste pour les blancs. Je rectifie donc. Doivent passer des nuits blanches et noires à répétition. Et j'avoue que cela m'amuse beaucoup et que cela me permet de passer des nuits de rêve, plongé que je suis dans un sommeil serein et profond. Alors, c'est quoi qui amuse beaucoup le chroniqueur préféré autoproclamé de TV Liberté? Ce qui l'amuse beaucoup, c'est la claque magistrale, la fessée monumentale, le coup de poing dans la figure que vient de se prendre la gauche espagnole lors des élections municipales et régionales. La coalition de gauche s'est effondrée en perdant les 3/4 des régions dans lesquelles était organisé le scrutin. Le Parti populaire de droite redevient le premier parti espagnol et la coalition entre ce parti et le parti Vox, faussement qualifié d'extrême droite, se traduit par un triomphe électoral. Décidément, après les succès électoraux des partis conservateurs en Suède, au Danemark, en Finlande, fondés notamment sur une proposition de refonte complète de la folie politique migratoire menée jusqu'alors, le triomphe de la coalition conservatrice espagnole est un nouveau coup de tonnerre dans le ciel de plus en plus fracturé des élites européennes hors sol. À l'évidence, nous assistons à un réveil des peuples européens de plus en plus conscients de la folie de ces pseudo-élites à la fois mondialistes, écolo-boboïstes, wokistes, dictatoriales, insupportable. Les conservateurs français feraient bien d'en tirer toutes les conséquences. L'Espagne vient de nous donner la marche à suivre. À l'évidence, sans une grande coalition de droite regroupant le Rassemblement national, Reconquête, les Patriotes, Debout la France, l'UPR et la partie la plus souverainiste des Républicains, s'ils existent encore, il sera difficile, voire impossible, de renouveler intégralement le personnel politique qui détruit notre pays depuis un demi-siècle. Nous sommes véritablement à la croisée des chemins et les élections européennes de l'année prochaine seront un test grandeur nature de ce qui pourra être fait ou non pour redresser notre cher vieux pays qui meurt à petit feu sous les coups de boutoir des déconstructeurs de tout poil qui pourraient très bien un jour se retrouver à poil, ce qui serait au poil. Je vous souhaite une très bonne soirée. Qu'on le veuille ou non, que l'on soit républicain ou monarchiste, que l'on soit franc-maçon, catholique ou adorateur du serpent à sonnette, que l'on soit français ou étranger, qu'on l'on soit ceci ou cela, Versailles reste une ville chargée d'un symbole d'une puissance inouïe, celui du célèbre château, connu du monde entier et visité chaque année par bientôt 10 millions d'admirateurs. Il ne viendrait à personne l'idée de dire que Versailles est le symbole de la République. Versailles reste le symbole d'une royauté qui a construit la France en un millénaire et demi.
Dans le paysage actuel de déconstruction générale de toute histoire et de toute identité, ce symbole versaillais devait évidemment être attaqué de tous les côtés. Concernant le château, il est maintenant courant de voir se succéder des pseudo-expositions de pseudo-art contemporain qui n'ont qu'un seul but, souiller le mieux possible ce bâtiment sublime et son parc d'exception. Mais cela n'est pas tout. Il faut aussi que la ville de Versailles se plie à l'idéologie ambiante et notamment bien sûr à l'accueil du migrant. De ce côté-là, les choses avancent à vive allure puisqu'il suffit de se promener dans Versailles pour constater que la population immigrée d'origine africaine presque exclusivement prend une place croissante dans la population totale de la ville. Comme le disait le philosophe, il suffit de voir ce que l'on voit pour s'en rendre compte. Mais cela n'est pas tout. Il faut aussi que la ville de Versailles se plie à une autre idéologie ambiante, évidemment connectée à l'idéologie de l'accueil inconditionnel du migrant. Cette idéologie consiste à islamiser autant que faire se peut cette ville historique de Versailles. À cet égard, un événement tout à fait étonnant s'est déroulé au printemps dernier dans cette bonne ville de Versailles. Le 21 avril très exactement, les Versaillais ont pu admirer une très grande manifestation religieuse organisée en plein centre de la ville, dans le gymnase Rémilly, bien connu des Versaillais, manifestation islamique regroupant apparemment des milliers de personnes, dont un nombre incalculable de femmes ou de fillettes voilées, bien évidemment, et cela sans le moindre contrôle de la police. Question toute simple. Pourquoi organiser une telle manifestation islamique au centre de Versailles alors que la ville de Trappes, majoritairement musulmane, est située à moins d'un quart d'heure de Versailles, pouvait parfaitement organiser cette manifestation ? À l'évidence, les autorités versaillaises voulaient donner un signal fort d'acceptation de l'implantation de l'islam dans leur cité. Un élu municipal a sommé le maire de rendre public le contrat d'occupation de ce gymnase en ce jour du 21 avril. En dépit de relances, la mairie n'a pas rendu public ce contrat. Le moins que l'on puisse dire est que cela dégage une odeur désagréable de soumission des élus à l'islamisation de Versailles. Ce qui n'est guère surprenant, car la soumission est partout. Pour le moment, du moins. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il suffit d'avoir contemplé et visité l'exceptionnelle cathédrale Notre-Dame de Paris pour comprendre qu'il s'agit d'un des plus beaux monuments au monde dédiés aux puissances du ciel. Cette cathédrale bientôt millénaire est un chef-d'œuvre incomparable d'harmonie architecturale, de puissance artistique, de construction incroyablement audacieuse, chef-d'œuvre dédié à Notre-Dame et visité chaque année par près de 10 millions de personnes. Le drame épouvantable de l'incendie, peut-être criminel, sans doute criminel, qui a ravagé l'édifice au printemps 2019, a été considéré par le monde entier comme un désastre religieux, culturel, architectural. Dieu merci, un immense concours de solidarité s'est immédiatement mis en place et le chantier de reconstruction actuel est véritablement impressionnant par son ampleur, par sa technicité, par son souci de reconstruire à l'identique ce qui a été détruit par l'incendie. Cette reconstruction revêt 3 dimensions. La première dimension est celle de l'extérieur du bâtiment. De ce côté-là, aucune inquiétude. À l'évidence, la reconstruction se fait à l'identique, comme le démontre la fameuse flèche de Viollet-le-Duc, qui sera posée à l'automne prochain et qui, n'en déplaise au délire sexuel de Maman Bricheton, est une copie rigoureuse de la flèche d'origine.
La seconde dimension est celle des jardins qui entourent la cathédrale. Jardins qui ont une grande importance puisqu'un nombre considérable de touristes passent par ces jardins pour admirer la cathédrale. De ce côté-là, davantage d'inquiétude, car Monseigneur Ulrich, l'évêque qui supervise la reconstruction, ne peut s'empêcher de vouloir introduire de l'art contemporain dans ces jardins magnifiques, l'art contemporain étant à l'art ce que le fricassé de Radidalgo Gogolito est à la grande cuisine. Il faut espérer qu'Ulrich retrouve la raison. La troisième dimension est celle de la rénovation de l'intérieur de la cathédrale. Et de ce côté-là, ça sent très mauvais. Ça sent le pâté de rat baignant dans des intestins de chacal. En effet, notre évêque a choisi les artistes, et ces pseudo-artistes sont évidemment très art contemporain, et sont évidemment aussi catholiques que je suis grand prosternateur de puces de lit. Nous pouvons d'ores et déjà imaginer que cette rénovation intérieure sera la chronique d'un désastre annoncé. Il est donc assez logique qu'un certain nombre de catholiques aient indiqué qu'ils ne donneraient plus un centime à l'Église catholique si la merveilleuse cathédrale était saccagée par l'art contemporain. Quoi qu'il en soit, je ne peux que conseiller aux téléspectateurs de TV Liberté de prendre des places pour un moment tout à fait extraordinaire, pour une sorte de spectacle participatif qui se déroule au pied de la cathédrale. Il est en effet possible de participer de façon virtuelle à la construction et à la rénovation du bâtiment au cours d'un survol d'une incroyable beauté des presque 1000 ans au cours desquels tant de choses se sont passées autour et à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Ce moment est véritablement unique et vaut vraiment le déplacement. Pour conclure, nous ne pouvons que demander à Notre-Dame de Paris de veiller sur Paris, de veiller sur la France et de veiller sur cette cathédrale unique dont l'intérieur pourrait être saccagé par les folies d'un chef de chantier épiscopalien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le pseudo-ministre de l'Éducation nationale vient de démontrer une fois de plus son incapacité étourdissante à exercer des fonctions de ministre, son ignorance totale de ce qu'est l'éducation des jeunes et son ignorance absolue de ce qu'est une nation. Comme il regarde très certainement TV Liberté pour tenter de se cultiver, je vais reprendre ces 3 points dans l'ordre. Non, je ne parle pas des 3 points si chers à nos francs-maçons bien aimés. Je parle des 3 points de ma brillante démonstration. Point numéro 1. Notre pseudo-ministre est absolument incapable d'avoir une vision stratégique et opérationnelle de ce qu'est l'instruction de la jeunesse. Cela pour une raison très simple, il a été parachuté à la tête d'un ministère affreusement complexe, investi par un personnel de gauche et d'extrême gauche qui fait la pluie et le temps de chien dans le ministère et déconstruit à tour de bras un système éducatif qui fut la gloire de la France. Il est totalement incapable, mais comme il est macronien, copain coquin, tout va pour le mieux dans le paradis déconstructiviste. Point numéro 2. Notre ministre de pacotille, dont la mission devrait consister à instruire le mieux possible notre jeunesse, ne s'occupe que de son éducation, ce qui signifie en clair, ou plutôt en sombre, qu'il entend formater idéologiquement la jeunesse qui lui est confiée et qu'il n'entend en aucun cas l'instruire. Ce qui est finalement assez normal puisque ce ministère, autrefois nommé comme il le fallait ministère de l'instruction publique, s'appelle désormais le ministère de l'Éducation nationale et devrait plutôt s'appeler le ministère de la déséducation nationale. Point numéro 3. Notre pseudo-ministre n'a manifestement aucune idée de ce qu'est une nation et ce qu'est notamment la nation française. Il suffit d'écouter ce qu'il raconte pour comprendre à quel point son inculture est totale en ce qui concerne notre beau pays de France qui existe et s'est fortifié admirablement depuis 1 millénaire et demi. Pour lui, hors mixité sociale, point de salut.
Le principal objectif qu'il se donne est donc de promouvoir la mixité sociale, qui par définition n'a rien à voir avec l'instruction des jeunes. Et donc suce aux établissements privés à détruire le plus vite possible, car franchouillardement élitiste. À l'évidence, notre pseudo-ministre se contentera, par toutes les mesures qu'il prendra, de couler un peu plus le bateau en perdition qu'est son ministère. La feuille de route de Macronor Exterminator est jusqu'ici parfaitement remplie et tient en 6 mots: tout détruire de fond en comble. Je vous souhaite une très bonne soirée. Qu'on se le dise, et donc que je le dise, nous pouvons parfaitement être islamophobes. Rien n'interdit d'être islamophobe, et l'islamophobie fait partie du droit imprescriptible de la liberté d'expression. Vous allez me dire, quelle mouche tsetse a piqué le chroniqueur préféré autoproclamé de TV Liberté pour qu'il s'excite sur l'islamophobie ? Tout simplement parce que ce concept absurde d'islamophobie, qui est devenu un délit, interdit tout débat serein sur l'islam. Récemment d'ailleurs, à la suite de l'une de mes chroniques où je parlais de l'islam, une charmante téléspectatrice m'a indiqué que j'étais islamophobe et qu'en plus de ça, je ne connaissais rien à l'islam. Ça m'a énervé grave, je veux dire, et j'ai décidé dans ma haute sagesse de répondre à cette charmante téléspectatrice. Reprenons ces 2 critiques, s'il vous plaît, monsieur, dame. Première critique, le chroniqueur est islamophobe. Et alors ? En fait, l'islamophobie est un concept créé de toutes pièces dans le but d'interdire tout débat fondamental sur la religion musulmane. Vous critiquez l'islam, vous êtes donc islamophobe et vous devez donc subir les rigueurs de la justice. Or, le mot islamophobie signifie peur de l'islam. Il serait donc interdit d'exprimer sa peur de l'islam. L'islam étant une religion, il serait donc interdit d'exprimer sa peur d'une religion. Pourtant, la christianophobie, mot qui signifie peur du christianisme, ne souffre d'aucun interdit et bénéficie même de tous les égards possibles par le système politico-médiatique. Ce qui signifie que les Français sont libres de critiquer à tout bout de champ certaines religions et ont interdiction d'en critiquer d'autres. Nous sommes donc dans une logique totalement liberticide, le droit de s'exprimer librement devenant aléatoire. Seconde critique émise par cette charmante téléspectatrice, qui consiste à dire que votre chroniqueur préféré autoproclamé ne connaît rien à l'islam, pose juste un problème quelque part, je veux dire des fois, comme disent les bobos du Marais, en se faisant mordiller les doigts de pied par les gros rats d'Hidalgo Gogolito, avant d'absorber à la petite cuillère de la poudre blanche fournie par Pierre Palmade. En ce qui me concerne, j'ai évidemment étudié le Coran. J'ai tout de même écrit un livre de 400 pages sur l'islam. J'ai écrit de multiples articles sur le sujet. Je communique avec des intellectuels musulmans, etc. Je connais donc un tout petit peu le sujet. Et ce qui me gêne très beaucoup, énormément et encore plus beaucoup, dans l'état actuel des débats sur l'islam, c'est que ceux qui vous traitent d'islamophobes n'ont souvent jamais ouvert le Coran et ne connaissent à peu près rien de l'islam. La discussion est donc parfaitement déséquilibrée entre des gens qui manifestent, et c'est leur droit le plus absolu, leur crainte ou leur rejet de l'islam, en connaissant parfaitement le sujet, et des gens qui se contentent de dire, sans rien savoir, « vous êtes islamophobe ». Quoi qu'il en soit, cette charmante téléspectatrice m'a perturbé et j'en ai fait part à tante Gertrude.
Montiga, qu'elle a causé la tata. N'en déplaise au système politico-médiatique et à son bras législatif et judiciaire, si le droit de défendre l'islam, que l'on peut appeler islamophilie, est un droit lié à la liberté constitutionnelle de pensée et d'expression, le droit de le critiquer, que l'on peut appeler islamophobie, est également un droit non négociable lié aussi à la liberté constitutionnelle de pensée et d'expression. Et donc, Montiga, personne ne peut empêcher quiconque d'être islamophobe, même pas ta charmante téléspectatrice. Et la tata a raccroché d'un coup sec, comme d'hab. Sacrée tantinette, que ferais-je sans elle ? Je vous souhaite une très bonne soirée.